J'estime que la revendication du plein emploi fait partie de ces stratégies de l'échec qui, depuis 30 ans, font que nous sommes battus. Nous sommes battus par les réformateurs. Eh bien, le fait d'interroger la légitimité de la revendication du plein emploi met en cause une des thématiques les plus accrochées à la démarche syndicale, hein, la revendication du plein emploi était véritablement au cœur de la pratique syndicale depuis des décennies. Et or, je l'interroge précisément. Hein, je la mets en cause. J'estime que la revendication du plein emploi fait partie de ces stratégies de l'échec qui, depuis 30 ans, font que nous sommes battus. Hein, nous sommes battus par les réformateurs, qui précisément veulent restaurer la pratique capitaliste de la valeur. Alors, revenons bien sur la lutte de classe, qui est un conflit sur la valeur économique, entre la pratique capitaliste, telle qu'elle s'est instituée au cours entre le 15e et le 19e siècle, on va dire, et qui triomphe au 19e siècle, autour des 4 institutions que j'ai déjà à plusieurs reprises énoncées, et une pratique salariale de la valeur, qui est une pratique anticapitaliste, née dans la lutte de classe sur le salaire, et qui ne peut être menée à bien que si la classe ouvrière qui a mis en place les institutions de cette pratique, la cotisation sociale, la qualification, la propriété d'usage, se construit comme salariat, c'est-à-dire comme classe révolutionnaire assumant les institutions salariales. Le salaire à vie, enfin, la propriété d'usage, ce que je viens de dire là. Les institutions salariales de la valeur, pour le moment, sont minoritaires. Depuis 30 ans, elles font l'objet d'une offensive victorieuse de leurs adversaires, d'autant plus victorieuse que au patronat et à la droite, qui sont les adversaires irréductibles et depuis toujours de la pratique salariale de la valeur, se sont ajoutés depuis 30 ans les socialistes et la CFDT, c'est-à-dire des éléments décisifs de ceux qui avaient porté dans les années 20, 30 ou 40 la pratique salariale de la valeur. Une partie de ceux-là ont changé de camp et sont aujourd'hui du côté des réformateurs, ce qui trouble énormément la population, ce qui fait le lit de l'extrême droite, bien sûr, et ce qui rend d'autant plus urgent la construction du salariat comme classe révolutionnaire, candidate à la maîtrise de la valeur économique, et pour cela décider à s'organiser pour généraliser les institutions du salaire. Or, précisément, c'est ce que les héritiers du mouvement ouvrier actuel, un mouvement qui a été révolutionnaire lorsqu'il a conquis ces institutions emblématiques de 1945, du Conseil national de la résistance, les héritiers de ce mouvement
aujourd'hui, ne mènent pas la lutte de classe. Ils sont battus, du coup, forcément. Et 30 ans de défaite, ça pèse. Nous avons aujourd'hui un pourrissement politique extrêmement dangereux, avec une espèce de montée irrésistible d'un fascisme qui est évidemment porté sur les fonds baptismaux par le patronat, qui, inquiet du côté devenu inaudible de l'UMP et du PS, qui sont les partis de gouvernement qui alternent au pouvoir depuis des décennies, sont en train, ce patronat, cette classe dirigeante, est en train de présenter comme alternative le Front National. Il suffit de voir l'incroyable campagne médiatique en sa faveur qu'organisent les journaux, qui sont tous des propriétés du patronat. La liberté de presse et sa liberté vis-à-vis des puissances d'argent, qui était au cœur des décisions du CNR et qui a été réelle en 1944-1945 et dans les décennies qui ont suivi, est aujourd'hui totalement bafouée. Ce sont les plus gros portefeuilles financiers qui sont aujourd'hui les propriétaires de la presse et qui organisent ce battage pour rendre aimable le Front National, qui organise par exemple les petites mises en scène où le père dit une grosse cochonnerie et la fille s'en démarque et du coup apparaît comme présentable. Bon. Ça va durer encore. Donc nous sommes dans un pourrissement du climat politique extrêmement dangereux, qui rappelle furieusement les années 30, et on sait ce qu'elles ont donné. Il est donc décisif que ceux qui se réclament du mouvement ouvrier, ceux qui se réclament des conquêtes de la classe ouvrière, se ressaisissent, c'est-à-dire assume ce cas de révolutionnaire 1945, et non pas de fonctionnel au capitalisme, comme le veut l'opinion courante, y compris chez les opposants aux réformateurs, hélas, assume ce qu'il a de révolutionnaire et combattent pour leur généralisation. La propriété d'usage doit se généraliser avec suppression de la propriété lucrative. Le salaire à vie, on en vient à votre question, le salaire à vie doit se généraliser avec suppression du marché du travail et donc de l'emploi. La qualification de la personne doit se généraliser comme mesure de la valeur avec suppression de la mesure de la valeur par le temps. La cotisation économique doit se généraliser comme financement de l'investissement et comme comme financement de l'investissement et avec suppression du crédit, et y compris dans la création monétaire, au bénéfice d'une création monétaire sans crédit. Sur le point précis de votre question concernant plein emploi ou pleine qualification, c'est quoi mener la lutte de classe aujourd'hui? C'est bien mettre en évidence que le plein emploi, c'est une revendication aliénée. Plein emploi, ça veut dire plein d'employeurs. Ça veut dire marché du travail fonctionnant à plein. Ça veut dire amélioration permanente de l'employabilité des personnes par un service public de l'emploi performant. Bref, toutes les saloperies, justement, dont il faut que nous nous débarrassions. Alors, je comprends l'aspiration très légitime qu'il y a dans la revendication du plein emploi. Chacun doit pouvoir donner sa mesure comme il l'entend et contribuer au bien commun comme il le peut et comme il le veut. C'est ça qu'il y a derrière le mot d'ordre de plein emploi. Mais ce mot d'ordre-là, c'est ce qui empêche précisément d'aboutir à cette ambition. Parce que dès lors que l'on raisonne en termes d'emploi,
Je rappelle, l'emploi, ce n'est pas le banal poste de travail, c'est le fait que c'est le poste de travail qui est le support du salaire. Dès lors que l'on raisonne en termes d'emploi, on participe à l'aliénation collective qui considère comme naturel le fait qu'il y ait des emplois, qu'il y ait des employeurs, que des propriétaires lucratifs nient que nous sommes les porteurs de la valeur et donc que nous devons être payés nous et non pas notre poste. On voit donc bien que l'alternative à l'emploi, c'est le salaire à vie. Ce qui permet aussi, parce que ça c'est très important, de bien le faire comprendre, ce qui permet aussi de comprendre que le contraire de l'emploi, c'est pas le chômage. Ou dans l'autre sens, que le contraire du chômage, c'est pas l'emploi. Qu'on ne résout pas par l'emploi le scandale du chômage. Le scandale du chômage est généré par l'emploi. C'est parce que on paye les postes de travail, c'est parce que ce sont les postes et non pas les personnes qui sont le support de la qualification et du salaire qu'il y a des chômeurs, c'est-à-dire des gens qui, n'ayant pas de poste, ma foi, sont au chômage. L'antidote au chômage, ça n'est pas l'emploi. L'antidote au chômage, c'est le plein salaire. C'est le salaire à vie. C'est le fait que le salaire devienne un attribut de la personne et non pas du poste de travail. Donc, pleine qualification, ça ne veut pas dire, parce que là encore, il y a des tas de confusions qu'il faut lever, hein, si l'on veut susciter un enthousiasme collectif qui aujourd'hui manque considérablement pour nous sortir de l'ornière énorme de l'ascension de l'aspiration à un État fort au service du capital dont peut être porteur le Front National. La qualification, ce n'est pas le diplôme. Hein. Pleine qualification, ça ne veut pas dire méritocratie scolaire à vie. Ça ne veut pas dire que le type qui a, ou la fille, c'est plutôt d'ailleurs des filles que des garçons, qui ont empoché un bon diplôme, ont à vie un salaire élevé, puis que ceux qui n'ont pas réussi à l'école, pour des raisons diverses et variées, ont à vie un salaire faible. Ce n'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir. Hein. Le diplôme, nous sommes du côté, reprenons nos distinctions essentielles, hein, nous sommes du côté de la valeur d'usage. Voilà. J'ai un diplôme de chaudronnier, j'ai un diplôme d'informaticienne, de comptable, etc. Ce diplôme-là reconnaît que je suis capable de produire des valeurs d'usage, de faire tel travail concret. La qualification, ce n'est pas du tout de l'ordre du travail concret. La qualification, c'est de l'ordre du travail abstrait. Je ne suis plus dans l'activité productrice de valeur d'usage, je suis dans l'activité en tant qu'elle produit aussi de la valeur économique, c'est-à-dire l'activité qu'on appelle du travail. La qualification, ça renvoie à la valeur économique attribuée au travail que je suis en train de faire. Attribuée au produit de mon travail. Donc, lorsque un individu dans la pratique actuelle de la fonction publique, dans la pratique actuelle de la retraite comme salaire à vie, parce qu'on ne part pas de rien, encore une fois, c'est très important de bien voir que la lutte de classe a généré des institutions extrêmement fortes, hein, sur lesquelles il s'agit de s'appuyer pour qu'un salariat révolutionnaire l'emporte sur la bourgeoisie. Le salaire à vie des retraités, le salaire à vie des fonctionnaires ne mesure pas le niveau de diplôme de ces personnes.
leur niveau de qualification correspond à leur contribution estimée, hein, dans la violence sociale qu'est la valeur économique, bien sûr, hein. Alors on n'en sort pas, hein. Estimée, leur contribution estimée à la production de valeur économique. Lorsqu'on qualifie un poste, par exemple, d'une convention collective, eh bien on estime que ce poste contribue à tel niveau à la formation de la valeur économique et donc doit lui être lié tel niveau de salaire. Lorsque on attribue un grade à un fonctionnaire, après un concours, après l'examen d'un dossier de ce qu'il a fait au cours des 10 dernières années, que sais-je encore, eh bien, on lui attribue à lui, cette fois-ci, hein, non pas à son poste, un fonctionnaire n'est pas payé pour son poste, il est payé pour son grade, on lui attribue à lui un certain niveau de contribution à la valeur économique. C'est arbitraire, hein. Et c'est pour ça que le « on », il faut qu'on fasse très attention, il faut que ce soit des jurys dont le caractère politique soit en permanence affirmé, dont on veille au fonctionnement démocratique, à la possibilité de changer les critères, de changer les formes d'épreuves en permanence, pour que le caractère politique de la qualification soit toujours bien posé. Mais donc la qualification ne renvoie pas au diplôme, et donc parler de qualification personnelle, c'est pas enfermer les individus à vie, ni dans un métier, ni dans un diplôme, ni dans la méritocratie scolaire. C'est au contraire rendre enfin possible des trajectoires très souples. Moi, je pense à quelqu'un comme ça, que j'évoque souvent, parce que c'est une trajectoire qui me paraît assez significative de beaucoup de trajectoires d'aujourd'hui, quelqu'un qui a été maçon, puis qui est devenu chef de chœur dans une chorale, puis qui s'est installé comme berger pour refaire une bergerie et qui vit de la vente de ses fromages. Bon, voilà quelqu'un dont la trajectoire est tout à fait intéressante, sauf que il n'a pas de salaire à vie. Du coup, cette mobilité professionnelle, là qu'on peut espérer pour tout le monde, cette mobilité professionnelle, elle est entravée par le marché du travail, par le fait que s'il ne vend pas ses fromages, il va crever parce que il n'a pas d'employeur, et donc il n'a pas de salaire au titre de cet employeur. Et donc la capacité de mobilité sociale, de mobilité professionnelle, de mobilité géographique va être extrêmement amplifiée par le fait que le salaire va être l'attribut de la personne. Donc le salaire à vie, la qualification personnelle, c'est la libération de nos aspirations et de nos désirs de contribuer au bien commun grâce à l'horizon très long que nous donne un salaire à vie. Alors, la mise en place concrète du salaire à vie, avant d'aborder la question de son financement, c'est toujours pareil, c'est le fait d'amplifier, de prolonger un déjà là qui a été conquis par la classe ouvrière. Hein. La classe ouvrière a été révolutionnaire jusqu'à il y a une trentaine d'années, quarantaine d'années, et lorsqu'elle a été à l'offensive, elle a conquis des institutions très importantes. Il faut maintenant, encore une fois, renouer avec son caractère révolutionnaire. Je propose d'appeler salariat la classe révolutionnaire. Le mot classe ouvrière est peut-être trop étroit d'un point de vue nécessité de fédérer des dynamiques autour des institutions du salaire. Le mot salariat, même si il est connoté négativement dans la tradition révolutionnaire, parce qu'on l'identifie à l'exploitation, hein, comme si justement 2 siècles de lutte de classe n'avaient pas complètement changé le sens du mot salaire et donc transformé le salariat
d'un groupe exploité en un groupe qui peut conquérir, au contraire, la maîtrise de la valeur contre la bourgeoisie. Renouer donc avec la dynamique de la classe ouvrière dans un salariat révolutionnaire, c'est s'appuyer sur un existant. Vous avez déjà le salaire à vie des fonctionnaires. Vous avez déjà des gens qui sont payés de leur premier concours jusqu'à la mort, sans rupture, sans passage par le chômage. Ça concerne déjà plus de 5 millions de personnes, ça. C'est énorme. Il n'y a pas besoin d'aller en Alaska ou je ne sais pas trop où, dans un truc exotique, chercher des anticipations. Hein. Nous avons déjà une autre anticipation qui est le salaire à vie des retraités. Les retraités se sont battus pour que la pension et continuent à se battre pour que la pension ce soit un pourcentage de leur meilleur salaire garanti à vie. C'est un salaire continué. C'est une très belle anticipation. Vous avez des anticipations plus contradictoires, mais fort importantes aussi, et qui sont aussi l'objet d'une lutte de classe décisive. C'est les intermittents du spectacle, par exemple. Les intermittents du spectacle, entre deux cachets, entre deux emplois, où ils sont payés pour le poste qu'ils tiennent, par un employeur, ils sont payés. Entre deux cachets, ils sont payés. Ils sont payés par la mutualisation de la valeur ajoutée qu'opère la cotisation chômage dans l'UNEDIC. Et donc nous avons bien là un salaire qui est déconnecté de l'emploi, tout comme les fonctionnaires qui n'ont pas d'emploi ont un salaire à vie, tout comme les retraités qui n'ont pas d'emploi ont un salaire. Nous avons donc déjà des anticipations considérables du salaire à vie. Encore une fois, dans mon propos, il n'y a nulle place pour l'utopie, au sens où l'utopie, c'est un non-lieu, utopie, un lieu qui n'existe pas, et qui ferait faire advenir à partir de rien. Pas du tout. Il y a un déjà là, qui est le contraire de l'utopie, un déjà là, qui est le fruit de la lutte de classe des décennies de l'offensive de la classe ouvrière, et qu'il s'agit de généraliser. Alors comment le généraliser? Eh bien, prenons la retraite, par exemple. Vous avez une brochure de Réseau Salariat qui s'appelle « La retraite, c'est révolutionnaire », dans laquelle on a essayé de consigner précisément des revendications immédiates en matière de retraite, pour aller encore plus vers le salaire à vie. En matière de retraite, il faut renouer avec la revendication de la retraite à 55 ans, qui a toujours été la revendication syndicale depuis les ordonnances de 82, et qui a été abandonnée de façon très mystérieuse, parce que je ne connais pas de congrès qui ait décidé d'abandonner la revendication de la retraite à 55 ans. Il faut clairement énoncer que le taux de remplacement du meilleur salaire dans la retraite, c'est 100% du net. Aujourd'hui, on dit 75% du salaire de référence, mais on ne sait plus si c'est 75% du net ou du brut qui est revendiqué, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a les 23 points de cotisation salariée de différence. Donc, la revendication traditionnelle, ça a toujours été 75% du brut, c'est-à-dire 100% du net, puisque vous avez 23% de cotisation salariée pour obtenir le salaire net. 100% du meilleur. Et c'est quoi le meilleur salaire? C'est celui des 6 meilleurs mois. La fonction publique, c'est les 6 derniers mois, parce que nous avons précisément un salaire à vie, d'accord, qui fait qu'il y a toujours une progression salariale, et qu'il n'y a pas de jeu de yo-yo, ni d'interruption par du chômage dans la fonction publique. Et dans le privé, il faut aussi progressivement arriver à ces 6, alors pas forcément derniers, mais en tous les cas les 6 meilleurs mois, qui ne sont pas toujours les derniers dans le privé. Donc 55%, non, pardon, à 55 ans, 100% du salaire des 6 meilleurs mois, financé par une hausse taux de cotisation, une hausse massive,
Là encore, c'est une revendication qui aujourd'hui n'est pas portée. Hein. Il n'y a pas de revendication de socialisation du salaire, qui a été le cœur de la bataille syndicale, socialiser le salaire. Aujourd'hui, vous avez une revendication tout à fait désastreuse de taxation du capital pour financer les retraites. Ce qui revient à le légitimer. Si on taxe le capital, on le légitime. Il ne faut pas légitimer le capital, il faut se battre en permanence pour le rendre illégitime, au contraire, pour montrer que la propriété lucrative est une institution qui doit disparaître au bénéfice de la propriété d'usage. Donc une façon d'aller dans le sens de ce qu'ont conquis les générations précédentes, tout en le poussant plus loin, hein, pour généraliser ces institutions, que progressivement, attention, ça ne veut pas dire par un mouvement linéaire comme ça, hein, pas du tout. C'est pas comme ça que les choses se font. Les choses se font quand il y a une mobilisation populaire qui se traduit par une accélération de l'histoire. 36-37, 44-47, voilà des moments d'accélération de l'histoire. C'est pas graduel, le passage du capitalisme à une société débarrassée de la violence capitaliste. Mais pas de la violence tout court. C'est pas graduel du tout. Hein. C'est pas une affaire de dépassement progressif. Sûrement pas. Ça ne s'observe nulle part, ça. C'est une affaire de préparation continue, acharnée, à l'occasion de toute lutte, par un travail de fourmi, de préparation d'une révolte populaire, d'une mobilisation populaire dans laquelle là les choses vont aller très vite. Mais très vite au bénéfice du fascisme, ou très vite au bénéfice de généralisation d'institutions anticapitalistes. Hein. Le fascisme étant le rempart du capitalisme lorsque les partis classiques n'ont plus aucune audience. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Donc si nous voulons éviter ce pourrissement politique avec son danger tout à fait considérable, il faut, au contraire, à tout moment, hein, porter des revendications qui arment le mouvement populaire pour le moment où il va, un mouvement totalement improgrammable, mais qui est certain, en revanche, où il va s'exprimer dans une mobilisation collective considérable. Moi, je passe mon temps à contribuer, avec des centaines de milliers d'autres, à armer de revendications progressistes le mouvement populaire à venir. Et donc, s'appuyer sur l'existant en matière de retraite, j'achève cette revendication immédiate, hein, c'est revendiquer la retraite à 55 ans, à 100% du salaire des 6 meilleurs mois, salaire net des 6 meilleurs mois, par une hausse massive du taux de cotisation, qui affirme que le PIB se mutualise au bénéfice du salaire, dans la cotisation sociale, d'accord ? Une hausse massive du taux de cotisation qui va entraîner une hausse des prix que l'on va limiter, voire annihiler, en supprimant les dividendes. Hein. Donc, non pas en taxant les dividendes, ce qui revient à les légitimer, hein, mais en menant une bataille pour les supprimer, puisqu'il s'agit d'une prédation totalement parasitaire de la propriété lucrative. Donc vous voyez qu'en revendiquant une hausse massive du taux de cotisation, avec suppression des dividendes, on mène le double combat, hein, de salaire à vie et de suppression de la propriété lucrative, au bénéfice de la propriété d'usage. Et cela, j'achève de présenter en même temps le contenu de cette brochure, La retraite révolutionnaire de l'association d'éducation populaire Réseau Salarial, à laquelle j'appartiens, et cela sans tenir compte de la carrière, en supprimant les annuités
dans le calcul de la pension, en supprimant les points dans le calcul de la pension. C'est qu'actuellement, on calcule la pension du régime général en fonction des annuités de cotisation et des régimes complémentaires à chaque compte des points cumulés dans un compte individuel. Il faut supprimer les annuités et les points. Il faut supprimer toute référence à la carrière passée dans le calcul de la pension. Parce que c'est encore une fois le cœur de la lutte de classe. La lutte de classe, ça consiste à changer le sens du travail. Ça consiste à changer qui maîtrise la valeur, qui définit ce qui est travail dans l'activité que nous avons, qui définit ce qui vaut dans la production de valeur d'usage que nous faisons par du travail concret. Qui définit le travail abstrait? Voilà, le cœur de la lutte de classe, c'est donc, s'agissant de la retraite, de continuer à assumer cette... je sais pas, moi je suis ébahi devant l'inouï de ce qui a été conquis. Hein. Cette affirmation que, avec leur salaire à vie, les retraités travaillent. Ils produisent de la valeur économique, alors qu'ils n'ont ni employeur ni actionnaire. Nous avons déjà affirmé que 13% du PIB, puisque c'est la somme des pensions des retraités, sont produits par les retraités. Et leur salaire exprime leur production. La valeur économique ne se confond pas avec sa pratique capitaliste, parce que précisément, comme elle exprime la violence des rapports sociaux, en permanence, la pratique capitaliste est subvertie par la pratique salariale qui se met en place depuis un siècle. Depuis un siècle, le mouvement ouvrier a conquis des institutions nouvelles, de la pratique salariale de la valeur, et la retraite comme salaire à vie, c'est cette institution nouvelle qui change la pratique de la valeur, puisque avec du salaire à vie, pour les retraités, on légitime le fait que les retraités produisent de la valeur, travaillent, alors même qu'ils n'ont, je l'ai dit, ni employeur, ni actionnaire, qu'ils ne mettent en valeur aucun capital, qu'ils ne produisent pas de marchandises capitalistes, etc., etc. Eh bien, généraliser cette institution, ça commence déjà par le fait de supprimer les annuités dans le calcul de la pension, puisque calculer la pension à partir des cotisations passées, et des années validées de cotisation, des trimestres validés de cotisation, ou des points qui expriment le cumul de ces cotisations, c'est faire comme si j'ai droit à la pension, non pas parce que je travaille, mais parce que j'ai travaillé. Or, la pension comme salaire à vie n'exprime pas mon travail passé, elle exprime mon travail actuel. Elle reconnaît que, comme retraité, je produis de la valeur. Moi qui suis retraité, par exemple, en ce moment, là, avec vous, je suis en train de produire de la valeur économique. Donc, revendiquer la suppression des annuités dans le calcul de la pension, c'est assumer le caractère révolutionnaire de la pension telle qu'elle a été construite dans la lutte de classe au siècle passé. Vous voyez comment faire advenir le salaire à vie? Eh bien, sur le terrain de la pension, c'est ça. Mais vous pouvez avoir bien d'autres terrains. Vous pouvez dire, bon, on va commencer par les jeunes. Nous allons attribuer un salaire à vie à tous les 18-25 ans. Ça fait 7 cohortes de 750 000 personnes. Ça fait donc un peu plus de 5 millions de personnes. Nous allons leur attribuer le premier niveau de qualification automatique à la majorité. On enrichit la majorité d'une maîtrise de la valeur économique. Être majeur, c'est pas simplement avoir le droit de voter, un truc qui aujourd'hui, hélas, ne sert plus à grand-chose, puisque précisément, avec notre vote, nous n'avons aucun pouvoir sur la valeur économique. Nous avons des groupes capitalistes qui s'exonèrent de tout fonctionnement démocratique, entièrement.
Et donc, il s'agit d'enrichir la majorité de la maîtrise de la valeur. Cette expression de cet enrichissement, c'est le fait d'attribuer une qualification, le premier niveau de qualification à toute personne à 18 ans, quel que soit son passé scolaire, quel que soit son éventuel handicap, etc. Tout le monde a un droit politique, un salaire à vie. Et ce droit politique, s'il est par exemple convenu que le premier niveau de qualification c'est 1 500 € par mois, vous voyez que c'est donc 18 000 € par an à 5 millions de personnes, vous voyez, ça fait une centaine de milliards, d'accord? Eh bien, ces 100 milliards qui vont être attribués à ces 7 cohortes de jeunes, parce qu'on démarre par les jeunes, je crois que c'est décisif, ce sont les plus victimes du marché du travail, c'est déjà eux qu'il faut confirmer comme citoyens enrichis de la maîtrise de la valeur, pour dégager ces 100 milliards d'euros, bien, il faut une cotisation qui corresponde à 5% du PIB, puisque le PIB c'est 2000 milliards. C'est-à-dire que 5% de la valeur ajoutée des entreprises doit aller à une cotisation. Salaire à vie des jeunes. En attendant que ce soit le cas de tout le monde, hein, bien sûr. Hein, les choses se font... Il faut que le projet soit clair. Hein. Tout le monde doit aller au salaire à vie. Donc, à 55 ans, de toute façon, il y a salaire à vie. Hein. On s'est battu pour que la retraite, ce soit à 55 ans, salaire à vie. Bien. Et puis, en même temps qu'on se bat pour baisser l'âge de la retraite, hein, par exemple 50 ans, d'accord, 45 ans, d'accord, on se bat pour instituer le salaire à vie à 18 ans, 18-25, puis 25-30, et puis progressivement, on fait la jonction. C'est un modèle parmi d'autres, hein, c'est seulement pour donner une idée hein, d'un chemin vers le salaire à vie. Eh bien, cette cotisation, les entreprises cotisent à 5% de leur valeur ajoutée à une caisse des salaires, qui va payer les 18-25 ans. Mais du coup, les entreprises qui embauchent des jeunes entre 18 et 25 ans n'ont pas à les payer. Elles cotisent, cette cotisation se substitue au salaire direct. Alors ça supprime le marché du travail, il n'y a plus de salaire direct payé par un employeur, il n'y a plus d'employeurs qui payent ses salariés, il n'y a plus ce possessif qui doit absolument disparaître. Et vous voyez que ce n'est pas de l'utopie, puisque c'est le prolongement de ce que nous faisons déjà. Les employeurs ne payent pas les dépenses de santé de leurs salariés. Ils ne pourraient pas, si c'est une opération du cœur, ils ne pourraient pas aligner les 100 000 € d'une opération du cœur. Les employeurs, ils cotisent. Et cette mutualisation de la valeur ajoutée dans des caisses de santé, à l'échelle nationale, génère 200 ou 300 milliards d'euros qui assurent la couverture santé de ceux qui doivent passer par l'opération du cœur, indépendamment des aléas du chiffre d'affaires de leur entreprise, ou peut-être même ils ne sont pas sur le marché du travail, ces gens-là. Donc, proposer que ce soit la totalité du salaire, et pas simplement la couverture maladie ou vieillesse, qui soit mutualisée, ça n'est jamais que prolonger un déjà là révolutionnaire. Voilà 2 exemples hein, d'actions immédiates possibles en vue du salaire à vie.